Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Gallet. C'est un immense plaisir pour Tribune ESCP Europe que de vous accueillir pour cette 9e conférence de la saison. La 9e déjà, mais également une première, car ce soir, Tribune a la chance d'organiser cet événement en collaboration avec Streams, le média étudiant de ESCP Europe. La tradition journalistique se trouve au cœur de l'ADN tribunard. Dès le début des années 70, les comptes rendus et les éditos essaiment les premiers jalons de notre histoire associative. Plusieurs journaux aussi acerbes qu'estudiantins apparaissent ensuite, à partir de la décennie 80, pour éclairer les événements de Tribune. Le cadavre exquis, le tribunard ou encore le bien nommé des hauts et des bas. En 2015, Streams reprend le flambeau en élargissant le champ lexical et celui des possibles. En seulement 2 années, l'association dépasse ses objectifs initiaux et le 79 avenue de la République. Plusieurs centaines de milliers de visites sur le site internet, des lecteurs dans plus de 110 pays. Et surtout, grâce à la multiplicité de ses canaux, ce média novateur ne demeurera pas seulement prosateur. Les interactions sont variées, multiples, le lecteur deviendra vecteur. Malgré les différences, cette union associative laisse transparaître une philosophie commune, la volonté non pas d'abattre, mais de débattre, celle de comprendre et non de se méprendre ou de s'éprendre. Ce partenariat entre 2 associations dont je suis immensément fier d'être membre constitue le début d'une série que nous espérons aussi prolifique que durable. Durable, Monsieur Gallet, durable. Peut-être est-ce le terme que vous voudriez apposer et non imposer pour qualifier le développement de Radio France. Durable, l'obtention ne sera guère aisée dans cette guerre 2.0, là où les chaînes se déchaînent et la chronique verse trop souvent dans l'anachronique. Vous aurez l'occasion, en compagnie de Brieux Alexandre, de nous expliquer votre vision et votre stratégie face à ces médias de l'immédiat. Auparavant, le diptyque dépeint par Léa et Pauline reviendra sur votre trajectoire aussi rapide que rarissime. Nous aurons également la chance d'observer un documentaire exceptionnel sur Radio France afin de comprendre comment cet univers demeure uni vers un objectif commun. Enfin, Tribune ESCP Europe tenait à remercier son partenaire historique, le cabinet d'audit et de conseil EY, ainsi que le journal des grandes écoles qui accompagne l'association au quotidien. À titre plus personnel, je tenais également à remercier Alexandre Lepoutre et Corentin Jaouen qui m'ont grandement aidé dans l'organisation de cette conférence. Merci à tous d'être si nombreux. Merci à vous, Mathieu Gallet, et bonne conférence. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Monsieur Gallet et merci d'avoir accepté notre invitation. Média nomade par excellence, émancipé de toute contrainte spatiale. La radio bouge, la radio n'est que mouvement. Sa seule voix, la voix, disait Michel Field. Et cette voix, c'est désormais vous, Mathieu Gallet, depuis que vous êtes devenu un nom incontournable des médias français. Un jeune prodige parmi les patrons. Tout commence à Villeneuve-sur-Lot, où vous naissez d'un père commercial et d'une mère fonctionnaire en janvier 1977. Et où vous resterez jusqu'au début de vos études. Vous commencez par intégrer une classe préparatoire, Hippocagne pour être précis, avant de rejoindre l'Institut d'études politiques de Bordeaux, dont vous sortez diplômé en 1999. À l'époque, vous vous rêvez directeur d'hôpital. Mais s'il vous arrive de ruer dans les brancards, c'est une autre voie que vous suivrez, en optant finalement pour un DEA d'analyse économique des décisions publiques à la Sorbonne. Tout vous destinez donc à une carrière publique. Et pourtant, encore privé de lumière, vous commencez dans l'ombre du privé. Dans l'ombre, mais dès le départ éclairé par des personnalités de renom. Vous débutez votre carrière chez Pathé International avant de rejoindre l'équipe du célèbre metteur en scène Bob Wilson, dont vous êtes le secrétaire particulier. Votre vie sort alors des sentiers battus. Vous enchaînez les voyages et fréquentez les milieux huppés. Mais ce quotidien de jeune star ne vous sied guère. C'était too much, comme vous l'expliquez. À nouveau, vous cherchez votre voie. Et c'est chez Canal+, que votre route se poursuit, puisque vous êtes embauché en tant que contrôleur de gestion en 2004. Vous gravissez les échelons et devenez rapidement chargé de mission pour les relations extérieures. Même si votre avenir ne se fera pas dans le secteur privé, Canal+ a su vous fournir les clés de la réussite en vous offrant l'accès à un réseau qui vous était auparavant crypté. C'est donc en 2006 que vous quittez le secteur privé, repéré par le cabinet de François Loss, ministre délégué à l'industrie, qui cherche un conseiller au fait des questions audiovisuelles et des nouvelles technologies de l'information. Vous changez de canal pour Bercy et mettez vos dimanches entre parenthèses. En 2007, vous rejoignez le ministère de la Culture en tant que conseiller technique pour l'audiovisuel et les médias. Votre place n'est alors pas des moindres,
puisque vous vous occupez essentiellement des réformes de France Télévisions. Et c'est enfin en 2009 que votre carrière change véritablement de ton, Grâce au coup de pouce du ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, qui vous confie la direction adjointe de son cabinet. À partir de là, tout s'enchaîne très vite, jusqu'à ce que vous soyez nommé À la surprise générale, à la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. vous, le garçon qui n'appartient à aucune des castes classiques du service public, Ni au siècle, ni à l'ENA, ni à la franc-maçonnerie, pour vous citer. le jeune homme, comme on vous surnomme à l'époque, avec des airs pleins de sous-entendus, Vous vous retrouvez à la tête d'un groupe de plus d'1 millier de salariés. à l'âge de 33 ans. Si votre nomination se fait à la surprise générale, elle ne manquera pas de déranger. Nombreux sont ceux qui ont cherché à l'expliquer autrement que par votre talent. Vous le résumez très bien. Les énarques avaient été furieux qu'un sous-diplômé comme moi se retrouve à un poste qui leur était dû, Vos collaborateurs à l'INA, quant à eux, n'ont jamais douté de votre légitimité. et vous décrivent comme un bel ami du XXIe siècle. La ressemblance avec le personnage est en effet frappante. Citons ces quelques mots passants. Grand, bien fait, Jusque-là, on est d'accord. blond, Vous êtes brun, d'un blond châtain vaguement roussi, plutôt brun ébène, avec une moustache retroussée, ou bien rasé. des yeux bleus, Les vôtres sont marrons, clairs, foncés. troués d'une pupille toute petite. Ça, on n'a pas vérifié. Enfin bref, on voit très clairement la similitude. Bien évidemment, c'est plutôt votre ambition débordante et votre compréhension des règles de l'ascension sociale que vos collaborateurs évoquaient. Et ces règles, vous les maîtrisez apparemment à la perfection. Puisque dès 2014, vous atteignez des sommets. Du haut de vos 37 ans, Vous êtes alors élu PDG de Radio France à l'unanimité par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou CSA. faisant de vous le plus jeune PDG de l'histoire de cette entreprise. Mais vous rencontrez des obstacles. Votre parcours jusque-là tout tracé est désormais semé d'embûches. Les premières fausses notes apparaissent. À peine arrivé que vous faites déjà parler de vous dans les médias. Car si votre élection s'est faite à l'unanimité, elle ne manquera pas de déranger une fois de plus. D'un côté, vous devez répondre aux exigences de l'État et faire des économies. De l'autre, vous êtes accusé d'avoir refait votre bureau à neuf pour plus de 100 000 euros. D'un côté, des considérations sociales et des suppressions de postes. De l'autre, des boiseries de luxe. L'homme à radio serait-il devenu l'homme à radier? Si votre réputation est sauvée in extremis par l'Institut général des finances, qui ne voit pas de caractère abusif à vos dépenses, Le mal est déjà fait et la colère gronde. la plus longue grève de l'histoire de Radio France est alors initiée. Plus jeune PDG, plus longue grève. Autant dire que vous êtes un homme de record. Une fois le baptême de feu passé, les critiques se sont tues. Et vous avez poursuivi votre effort pour maintenir votre navire à flot, réduisant progressivement le déficit qui pèse toujours sur Radio France. 13 millions d'euros en 2016. Et malgré l'ampleur de votre tâche, rien ne vous arrête. Dans quelques mois, vous prendrez vos fonctions en tant que président des médias francophones publics. Votre objectif, Mettre fin à l'image d'une radio rance, montrer à tous que cette référence n'a pas tiré sa révérence. vous voilà donc arrivé en haut de l'échelle hertzienne, mais peut-on encore grimper plus haut? Vous êtes arrivé tel un pavé dans la mare. Mais le galet continue de rebondir. Aujourd'hui, une seule question persiste. Jusqu'où irez-vous? Finalement, Loin d'être un homme médian des médias, vous n'avez pas tracé un micro-sillon, mais bien une voie majuscule, Mathieu Gallet. et vous êtes un personnage aussi sombre que brillant, mystérieux et futé. Une exception parmi les patrons. Une onde de choc dans le monde de la radio. Apprécié par certains et contesté par d'autres, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas fini d'étonner et de détonner. Place maintenant à Brieux et Alexandre. Bonne conférence à tous. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de Tribune SCP. Tout d'abord, auriez-vous des remarques à faire sur ce qui vient d'être dit? Vous avez dû bien vous amuser. Non, c'est un parcours qui est assez linéaire au fond quand je l'entends résumé par d'autres. C'est vrai que je me rends compte que dans quelques semaines, ça fera 10 ans que j'ai rejoint, enfin ça a fait 10 ans déjà que j'ai rejoint le service de l'État puisque j'étais rentré en juin 2006 à Bercy, et ça fera 10 ans que je suis pleinement investi dans l'univers de la culture et de la communication, puisque j'étais rentré au cabinet de Christine Albanel le 1er juin 2007, et que le temps passe super vite. Voilà, ça fait vieux con de dire ça, mais je vous le dis déjà, c'est assez dingue, parce que j'ai l'impression que c'était pas hier, mais que c'était il y a pas si longtemps, et en 10 ans, il y a tellement de choses qui se sont passées. Comment l'environnement dans lequel on évolue, nous, médias, mais aussi le secteur culturel, a évolué en 10 ans. C'est la réflexion que je peux me faire. Après, il
y a plein de petites choses, mais on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Sur Bel-Ami, juste un truc, en fait, j'aime pas qu'on me compare à Bel-Ami parce qu'il est un peu bébête quand même. Il a beaucoup de chance, ce Bel-Ami. Il a une belle gueule, il couche beaucoup, mais il est quand même pas très très futé, quoi. Donc généralement, j'aime pas trop qu'on me rapproche de Bel-Ami, de Georges. Donc maintenant, nous allons passer à une vidéo qui a été réalisée donc par nos amis de Streams. Encore une fois, Monsieur Gallet, vous avez un droit de réponse à ce qu'on vient de voir. Charline, franchement, elle se jette des fleurs parce que je lui ai jamais donné un 18, en fait. Elle plafonne à 15, donc... Donc, pour l'interview, nous souhaiterions commencer par vous interroger donc, sur certains points. Tout d'abord, sur les spécificités qu'il y a à diriger un service public, sur le fonctionnement plus particulier de Radio France et sur son financement. Donc, en premier lieu, quelle est votre vision à vous d'un média d'information de service public ? Est-ce qu'il a une responsabilité supplémentaire par rapport à un média privé ? On a forcément une responsabilité supplémentaire puisqu'on est financé par de l'argent public. Donc on doit répondre à une mission de service public à laquelle le marché ne peut répondre. Et en même temps, moi je m'inscris en faux avec une vision du service public qui serait limitée grosso modo à ce que le marché ne fait pas. Qui est une vision que certains idéologues essaient de diffuser en disant grosso modo le service public c'est l'opéra sur France 2 à 20h et la radio ça devrait être France Culture et France Musique. Donc c'est toute la difficulté d'être à la fois un média de masse, donc un média qui doit faire de l'audience. Et je veux dire, quand on est un média de service public, on est condamné à faire de l'audience parce qu'on doit aussi justifier ce financement par la collectivité qui, pour l'ensemble de l'audiovisuel public en France, s'élève à 3 milliards 800 millions d'euros aujourd'hui pour l'ensemble des entreprises. Donc c'est vrai que ça nous donne des obligations supplémentaires. Obligation d'abord donc pour atteindre un public large, d'avoir une offre qui permet finalement de capter ce public large. Et vous l'avez rappelé dans votre introduction, Radio France, c'est 7 chaînes. Et ces chaînes, on a fait vraiment un travail il y a 2 ans et demi, quand on a travaillé sur nos premières grilles de rentrée, pour vraiment mieux spécifier chacune de nos chaînes et qu'elles répondent à une offre différenciée et différenciante et complémentaire. C'était vraiment le but, c'est que entre France Inter, France Info et France Culture, les 3 grandes chaînes parlées, il y ait le moins de concurrence possible et qu'il y ait le plus de complémentarité possible. C'est plus simple pour France Bleu qui a une vocation locale bien comprise, pour France Musique qui est vraiment sur la musique classique et le jazz, FIP qui est dans cette politique de diversité musicale. Et puis il y avait le cas de Move, où moi dans mon projet devant le CSA, j'avais défendu une refonte de Move pour pouvoir avoir une chaîne vraiment dédiée aux jeunes, c'est-à-dire vraiment les 13-30 ans, on dira, avec une connotation urbaine, parce que ça nous permettait de toucher un public qui sinon vient peu vers le service public, parce qu'il y a quand même un phénomène, il faut le reconnaître, d'influence liée à l'entourage familial, à l'entourage culturel, celui des études aussi, et que si on n'avait pas une offre qui effectivement vienne nous permettre de toucher des publics qui ne sont pas des publics traditionnels du service public, je pense à France Bleu, qui est plus populaire, pour appeler un chat, et à Move qui s'adresse à des jeunes, on passera à côté en fait d'une partie de notre mission. Donc vraiment ce travail qui est un travail de... C'est un mot qu'on n'aimait pas trop à Radio France, un travail de marketing, mais dans une école comme la vôtre, je pense que ça ne vous choque pas, de penser effectivement notre offre en fonction aussi de nos publics, et en étant toutefois fidèles à nos identités, parce que je veux dire, ces chaînes, elles ont une histoire. France Inter a une histoire, France Info a une histoire, France Culture aussi, donc d'être à la fois fidèle à nos valeurs, à nos identités, à notre histoire, et en même temps de reclarifier ces missions pour pouvoir rencontrer un public le plus large et le plus diversifié possible.
Merci. Concernant le financement maintenant, aujourd'hui les subventions de l'État sont en baisse. Comment comptez-vous, quelle stratégie voulez-vous adopter pour garder la qualité de votre offre avec moins d'aide de l'État? Alors, elles ne sont pas en baisse, elles sont stables, ce qui est déjà un changement par rapport au passé. Depuis 5 ans maintenant, notre dotation de fonctionnement est stable. On a un investissement qui est reparti, puisque vous l'avez constaté pour vos camarades qui sont venus, nous avons un chantier qui continue, un gros chantier de réhabilitation de la maison de la radio, mais ce financement avait baissé en 2012-2013 et il a largement expliqué le déficit qui était le nôtre et auquel j'ai dû faire face en 2015. Donc aujourd'hui, on a un financement qui est stable. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas continuer éternellement avec un financement qui n'évolue pas. Soit, effectivement, on augmente nos recettes propres. Aujourd'hui, c'est 10% de notre budget, sachant que la publicité représente la majeure partie de ces recettes propres, mais ce budget-là, lui, est capé par l'État si on est limité en chiffre d'affaires publicitaire. Donc on peut se diversifier, et la Maison de la Radio, d'ailleurs, est un élément de diversification. On loue des espaces, on accueille des événements à la Maison de la Radio. On a la billetterie sur les recettes de nos concerts, puisqu'on produit des concerts notamment de musique classique, puisque Radio France c'est aussi 2 orchestres et un chœur d'enfants la maîtrise. Mais c'est sûr que l'État ne pourra pas indéfiniment nous laisser dans une situation étale, sinon on sera obligé de revoir notre périmètre, ce que je ne souhaite pas. Moi je souhaite un service public qui soit offensif, qui prenne des risques, qui soit audacieux. Et pour ça, il faut qu'on ait effectivement, comme toute entreprise, à un moment que nos recettes croissent d'une façon raisonnable. J'ai bien conscience de la difficulté des finances publiques, mais c'est quand même aussi la particularité des entreprises de l'audiovisuel public. Elles ne sont pas financées par l'impôt, elles sont financées par une redevance qui, aujourd'hui de 137 € par an et par foyer fiscal. Et je pense qu'on doit revoir l'assiette de cette redevance, son mode de perception, pour tenir compte aussi des évolutions technologiques. Aujourd'hui, c'est la détention d'un poste de télévision qui fait que vous êtes assujetti à la... Il faut absolument pas que je mette la main en bas, d'accord. Voilà, il faut que j'ai pas l'habitude des micros, je suis désolé, j'y connais rien en son. Et donc aujourd'hui, c'est le fait de détenir un téléviseur qui fait que vous êtes assujetti à la redevance, qui d'ailleurs pour un groupe de radio est assez singulier. Donc moi je plaide pour une réforme de cette assiette-là. Merci. Sur le fonctionnement maintenant de Radio France, nous entrons donc dans les dernières semaines de la campagne présidentielle et donc dans les semaines d'équité et d'égalité de temps de parole. À ce sujet, une polémique a secoué Radio France récemment avec l'écartement puis la démission de Jean-Louis Bourlange, qui est éditorialiste à l'Esprit Public sur France Culture, pour cause de ralliement public à Emmanuel Macron. Ainsi, dans une entreprise comme Radio France, comment gère-t-on ce genre de contraintes du CSA et dans quelle mesure doit-on les respecter à la lettre, par exemple pour le cas de Jean-Louis Bourlange? Alors c'est des mesures qui sont compliquées, on ne va pas se le cacher, pour l'ensemble des médias, et le CSA nous avait tous réunis l'an dernier, puisque les règles ont été précisées après la loi électorale de 2016. On est entré le 1er février dans une première phase d'équité de temps de parole, et à partir de la semaine prochaine, donc au moment où le Conseil constitutionnel aura arrêté la liste définitive des candidats à la présidence de la République, on sera dans un deuxième temps de l'équité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équité correspond à un temps d'antenne, un temps de parole global. À partir de la semaine prochaine, en plus, il faudra que ce temps de parole soit équitable en termes d'exposition dans la grille. Et c'est vrai que le matin, il y a plus de gens qui écoutent la radio que le midi ou que l'après-midi. Donc à partir de la semaine prochaine,
Ça va être encore plus difficile et dans la dernière phase, on est dans une phase d'égalité stricte entre les candidats. C'est compliqué, ça prend beaucoup de temps et de moyens pour le faire. En plus, comme on est dans une campagne qui est assez atypique, comme beaucoup de commentateurs ont pu le relever, on a le cas effectivement du temps de parole de François Fillon qui est globalement dans l'ensemble des médias est surpondéré par rapport aux autres pour les raisons qu'on connaît tous. Et une chaîne comme France Culture, où la politique est assez limitée, puisque en fait on a un invité politique par semaine dans la matinale. Et il n'y a pas vraiment d'autres émissions politiques sur la grille, a une difficulté à pouvoir en fait compenser le temps de parole d'un candidat ou d'un représentant d'un candidat, et toute personne qui s'est déclarée publiquement en faveur d'un candidat est réputée effectivement représenter son candidat, ce qui a amené effectivement la direction de France Culture à demander à Jean-Louis Bourlange, qui s'était déclaré en faveur d'Emmanuel Macron, de se mettre en retrait le temps de la campagne présidentielle. Je note d'ailleurs que Daniel Cohn-Bendit, qui lui aussi s'est déclaré en faveur d'Emmanuel Macron, va voir sa présence sur l'antenne d'Europe 1 réduite à partir justement de la période d'équité et sera sorti de l'antenne au moment de la fin de la période, alors qu'Europe 1 est une radio généraliste où la politique a sa place tous les matins. Donc c'est pour ça que ça pose des vraies complexités. Le CSA fait un point toutes les semaines avec nous. C'est une difficulté pour le CSA, c'est une difficulté pour nous, mais en même temps on se doit d'être le plus possible dans les clous. Maintenant, nous allons aborder les défis posés aujourd'hui à Radio France. Et parmi eux, on peut évoquer la baisse qui commence à se faire sentir du nombre d'auditeurs, environ 1 million en 3 ans. Comment Radio France espère inverser la tendance ? Quelles sont les stratégies mises en place ? Alors la baisse du nombre d'auditeurs, c'est pas chez Radio France, c'est sur le marché de la radio en général. Puisque effectivement il était à noter, la radio jusqu'à il y a quelques années touchait environ chaque jour 83-84% de la population française qui déclarait écouter au moins une fois dans la journée la radio. Ce chiffre a tendance à s'éroder et c'est vrai que dans les dernières mesures, on est tombé en dessous des 80%. Donc moins de 8 Français sur 10 qui écoutent la radio. Ce phénomène, il affecte l'ensemble du média, mais ce qui est notable, c'est que le service public, lui, progresse, puisque nous avons aujourd'hui atteint des chiffres, que ce soit en part d'audience ou en audience cumulée. Alors l'audience cumulée, c'est effectivement le nombre de gens qui viennent chaque jour écouter une radio, et l'audience cumulée, c'est un mix avec la durée, la part d'audience, pardon, c'est un mix avec la durée d'écoute. Et Radio France a progressé à la fois en audience cumulée et en part d'audience, c'est-à-dire qu'on a plus d'auditeurs chaque jour et qui restent plus longtemps, ce qui explique que notre part d'audience, pour la première fois, elle a dépassé 25%, ce qui n'était jamais arrivé, et qu'une chaîne comme France Inter, moi, quand je suis arrivé, les premiers chiffres, quand je suis arrivé donc, de la dernière grille de mon prédécesseur, France Inter était à 9 points d'audience, donc un niveau qui était très bas. Aujourd'hui, on se situe entre 11, 2, 11, 3 lors des dernières mesures. Donc il y a une vraie conquête d'auditeurs, et notamment, je pense, d'auditeurs plus jeunes. On l'a vu sur France Info, notamment. Là aussi, France Info a repassé les 4,5 millions d'auditeurs par jour, parce qu'on a un public qui s'est diversifié. Laurence Bloch le disait dans son interview, enfin dans la présentation que vous avez faite. Pour nous, il faut à la fois rester une radio et en même temps tenir compte de tous les changements d'usage, d'habitude d'écoute, de consommation de nos médias, puisqu'aujourd'hui la place de la vidéo est devenue très importante pour le média radio. La distribution sur les plateformes de partage, et particulièrement YouTube, est importante. Le redécoupage de nos programmes et l'essaimage sur les réseaux sociaux est aussi essentiel. Et une personnalité comme Charline,
Aujourd'hui, elle est très suivie sur les réseaux sociaux, son émission est très suivie en live stream sur notre site et sur YouTube. Et aujourd'hui, notre best-of des humoristes de France Inter est aujourd'hui le premier podcast chaque semaine de France Inter. Donc vraiment, c'est une stratégie de dissémination, c'est une stratégie d'essaimage pour pouvoir toucher un public qui n'a pas eu l'habitude d'écouter la radio, ce qui à mon avis est le cas de beaucoup d'entre vous, parce qu'on le voit, la génération des millennials, je ne sais pas si vous aimez vous faire appeler comme ça, mais enfin c'est comme ça que les marketeurs vous appellent, effectivement, écoute moins la radio par rapport à ma génération où on écoutait la radio pour découvrir notamment de la musique. Donc les radios musicales souffrent beaucoup. On le voit, c'est le cas d'Énergie, on le voit aussi pour d'autres radios musicales, parce qu'aujourd'hui, la musique, pour découvrir la musique, il n'y a pas que la radio. Je pense que voilà, tous les abonnements à Spotify, à Deezer ou Apple Music amènent aussi de la musique, la font découvrir. Donc il faut réinventer le rôle des radios musicales, ce qui explique effectivement un décrochage en France. Moi, ce qui m'a un peu rassuré, c'est qu'il y a 15 jours, j'étais aux États-Unis, en Californie, à Seattle, avec une partie des cadres de Radio France, et on a rencontré l'équipe de iHeart Radio, qui est le premier groupe de radio privé aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a vu ces 5 dernières années l'écoute de la radio, au contraire, croître, notamment parce que les podcasts marchent très très fort aux États-Unis, et parce que, ce que nous expliquait iHeart Radio, c'est qu'ils avaient effectivement eu une politique, d'adaptation à l'ensemble des devices. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle façon d'écouter de la radio, que ce soit dans les voitures, dans les espaces embarqués des nouvelles générations des voitures, sur des nouveaux devices du type effectivement Echo d'Amazon ou l'appareil de Google, ils sont dessus. Donc voilà, ils sont sur Spotify, donc voilà, c'est un coût, mais au moins ça leur a permis de fidéliser et d'élargir leur audience et de la monétiser, puisqu'évidemment c'est un groupe privé. Mais donc dans votre volonté donc de toucher plus les jeunes par la radio, donc on l'a compris, ça passe par une stratégie donc de différenciation des médias utilisés. Du coup, la question du maintien de Move se pose, puisque les audiences ne sont pas vraiment au rendez-vous. Les derniers chiffres parlent de 0,3% de l'audience, ce qui correspond environ à 160 000 auditeurs. Est-ce que la question du passage à une web radio ou pour Move se pose à Radio France? Alors, les derniers chiffres Médiamétrie, donc qui mesurent tous les 2 ou 3 mois l'ensemble des radios de façon déclarative, faisaient état de 0,5. Pour Move. C'est clairement pas suffisant, c'est évident. Sur la cible, en revanche, de Move, on fait mieux puisqu'on fait 1,4. Donc c'est-à-dire que quelque part, le produit correspond à sa cible, mais c'est encore insuffisant. Donc c'est vrai qu'on a une réflexion actuellement sur la meilleure distribution possible de Move, puisqu'aujourd'hui, Move rencontre ses plus belles audiences via la vidéo, sur YouTube, sur Facebook. Ils sont très présents aussi sur Snapchat, et on a toute une démarche actuellement avec Snapchat pour aller plus loin, parce que tout simplement on a su adapter la distribution du produit, de l'offre Move, qui n'est pas que de la musique, comme on vous l'a expliqué, à son public. Donc c'est vrai que la question de l'AFM, puisque Move a 30 fréquences dans les 30 plus grandes villes françaises, on se la pose. C'est une réponse qu'on donnera à la fin de la saison. On est en train d'y réfléchir. Voilà, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, puisque des fréquences, ça a une vraie valeur, et en même temps, il faut effectivement adapter notre stratégie aussi à l'offre et à son public. Un autre défi qui se pose aujourd'hui à Radio France, c'est un défi qui touche tous les médias, qui est la défiance grandissante des citoyens vis-à-vis de ce que leur disent les médias. On a l'impression qu'il y a un peu une perte de confiance des citoyens
envers les médias, et on parle même d'une ère de post-vérité. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que vous recherchez toujours cette vérité? Comment vous répondez à cette problématique? Alors c'est une problématique qui évidemment nous concerne, qui concerne l'ensemble des médias traditionnels, mais qui concerne aussi, et je pense que les résultats de l'élection américaine n'y sont pas pour rien, aussi les réseaux sociaux. Facebook en particulier a été interrogé, pour le moins interpellé, à la suite de l'élection de Donald Trump aux États-Unis par rapport au rôle de l'information en bulle que Facebook contribue à véhiculer. Donc vous avez vu qu'il y a des réponses qui sont proposées à la fois par Google et Facebook pour essayer de chasser les fake news de leur réseau, qu'un certain nombre de médias ont choisi de s'associer à ces initiatives pour pouvoir justement faire le tri entre le grain et l'ivraie. On n'a pas souhaité y aller. On a eu un débat interne au sein des rédactions, au sein des directions. Pour l'instant, on n'y est pas. Forcément, ce sont des initiatives qui sont intéressantes, mais au fond, est-ce que ce sont les médias traditionnels qui ont à faire la police du net pour le compte de ces géants américains? C'est la question aussi qu'on leur a posée. Nous, on a, à notre niveau, à notre échelle modeste, on tente d'apporter une réponse en amont à travers nos initiatives en matière de décryptage de l'information, de sensibilisation des plus jeunes publics. Et quand je dis les plus jeunes, c'est vraiment les adolescents à ces questions. France Inter a lancé depuis 2 saisons une initiative qui s'appelle Interclasse, où nous travaillons avec des collèges, entre nos journalistes, nos producteurs et des collèges, sur la réalisation à la fois d'émissions, sur comment effectivement on construit une émission, comment on informe, et en plus ils réalisent réellement un programme qui est diffusé pendant l'été sur France Inter. France Info anime des ateliers pédagogiques, là aussi où on apprend à faire de l'information, comment se tient une conférence de rédaction, comment on fait le choix des sujets, comment on vérifie ses sources. Donc moi je crois effectivement qu'on doit pouvoir effectivement miser sur ce travail en amont pour pouvoir donner les clés, et là aussi ça répond un peu à votre question du départ sur le rôle des médias de service public. C'est vraiment donner les clés aux citoyens pour pouvoir comprendre par eux-mêmes le monde qui les entoure. On n'est pas là, et moi vraiment je suis très soucieux de ce rôle-là. On n'est pas là pour dire ce que les gens doivent penser, on doit les aider à s'approprier les sujets et à penser par eux-mêmes. C'est un vaste projet, un vaste programme, mais je crois que ça vraiment participe du cœur de notre mission de service public. Et donc avec nos moyens, on essaie aussi d'apporter des réponses pour que les publics les plus jeunes, qui sont souvent les plus sensibles, parce que je veux dire, quand on a 12, 13 ou 14 ans, on n'a pas encore une pensée qui s'est formée et on n'a pas un exercice de son libre arbitre qui se fait comme on peut l'avoir à vos âges. Donc voilà, c'est vraiment tout ce travail qu'on fait. Ensuite, on va voir comment les réseaux sociaux évoluent dans leur approche. Eux aussi sont très embêtés quand même par ces questions de alternative facts, de post-vérité. Et en même temps, c'est aussi leur mode de fonctionnement, qui fonctionne par communauté, qui induit ce mode d'information. Ils ne vont pas non plus se tirer une balle dans le pied par rapport à leur lucrative activité. Et sur cette défiance des citoyens, il y a aussi un point en plus par rapport à la post-vérité, c'est aussi la défiance envers des médias qui seraient, par exemple, trop parisiens, qui seraient trop renfermés dans une forme de caste. À ce sujet, le chef du service politique de France Culture disait qu'il faudrait sortir des grands centres urbains pour se rendre dans cette France
je le cite, dans cette France périphérique décrite par Christophe Guilly. Est-ce que des actions sont menées dans ce sens avec Radio France? Oui, bien sûr, nos antennes le font. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous. Je dirais un certain nombre de médias. Je regardais l'autre jour ce que France 2 faisait aussi. Je pense que c'est une des leçons qui a été retenue de la campagne américaine une fois encore. Qu'on a vu qu'aux États-Unis, il y avait les habitants des deux côtes et puis le centre du pays, et que probablement il y a eu un déficit de traitement de cette vie et qui est dans la diversité de ce pays, parce que les médias traditionnels locaux aux États-Unis ont été quand même ravagés par la crise. Je pense notamment à la presse locale, et qu'en France, on voit aujourd'hui que la situation n'est pas très bonne non plus. Donc c'est vrai que ce soit Inter, Culture, France Bleu, évidemment, puisque là c'est vraiment le cœur de sa mission, ou France Info, organise vraiment des reportages, se déplace aussi dans les régions. On était, je crois, sur France Inter il y a une dizaine de jours à Aubusson, dans la Creuse, pour pouvoir parler des sujets de la campagne dont on n'entendait pas forcément assez parler, sur la désertification de ces zones rurales, avec tout ce que ça entraîne derrière comme difficulté de maintenir une vie en commun, une communauté, avec la question des déserts médicaux, avec la question effectivement des services publics qui sont aujourd'hui en retrait, avec la question des jeunes qui partent dans les grands centres universitaires et qui ne reviennent pas, avec le fait qu'il y a encore une fracture numérique dans l'arrivée du très haut débit et du haut débit dans ces zones-là. Donc voilà, donc c'est aussi pour nous une façon de dire nous sommes un groupe national, et c'est vrai que c'est aussi un message que je répète assez souvent. C'est pas parce qu'il y a France Bleu que les chaînes nationales n'ont pas elles aussi à traiter ne serait-ce que de l'actualité. Moi je vois sur l'actualité culturelle, c'est toujours un travail important de dire il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, parce que c'est vrai que l'actualité culturelle elle est plus forte à Paris qu'en région, mais il y a aussi une vraie dynamique culturelle en région, et on doit aussi traiter de ce qui se passe dans les régions pour pouvoir être un média réellement concernant pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci. Donc maintenant, on va se concentrer un peu sur le conflit social qui a eu lieu en 2015. Donc un bref résumé du conflit, c'est qu'il y a eu des demandes du gouvernement pour un retour à l'équilibre initialement prévu pour 2017. Vous avez alors proposé un certain nombre de réformes qui n'ont pas toujours plu aux syndicats, et des tensions se sont alors cristallisées sur ces réformes. Oui. Les syndicats ont appelé à la grève qui a duré un temps historique de 28 jours, avec certaines revendications: l'abandon de la fusion des deux orchestres de Radio France, l'abandon des réformes du service propreté et des moyens pour l'accueil et la sécurité, l'abandon de la réforme des modes de production, le maintien des effectifs et le rejet des mutualisations de programmes sur France Bleu. Donc qu'est-ce qui est ressorti de ce conflit social? Quelles réformes ont été maintenues et quelles autres ont été abandonnées? Alors, vous avez bien résumé le début de la grève et le pourquoi de la grève. C'est vrai qu'en janvier 2015, on a voté un budget en déficit de 20 millions d'euros, ce qui était historique pour Radio France, compte tenu effectivement de la baisse de notre dotation publique depuis plusieurs années, et du fait que cette baisse ne se voyait pas trop, puisque entre le fonctionnement et l'investissement, comme on était en retard sur nos investissements, notamment sur le chantier de réhabilitation de la Maison de la Radio,
voilà, finalement, on avait consommé de l'enveloppe d'investissement pour le fonctionnement. Puis bon, tout d'un coup, le chantier, on l'a quand même livré. Et donc, il a fallu payer nos fournisseurs. Et la tendance sur laquelle on était inscrite ne fonctionnait plus. Vous l'avez dit, au départ, on devait retourner à l'équilibre sous 2 ans. Retourner à l'équilibre sur 2 ans, alors que l'entreprise faisait déjà depuis 3 ans un vrai effort de rationalisation de ses coûts, ça nécessitait de toucher au périmètre. Et que moi, j'ai proposé un certain nombre d'évolutions de périmètre, non pas la fusion des orchestres, puis je considérais que c'était une mauvaise décision artistique que de fusionner les 2 cultures de ces orchestres qui ont des cultures différentes, mais effectivement l'externalisation d'un des 2 orchestres au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis un certain nombre d'autres réformes sur les antennes. Finalement, le conflit, il a abouti à ce qu'on ait 1 an de plus pour retourner à l'équilibre, donc en 2018, et donc de pouvoir effectivement envisager le plan de retour à l'équilibre via des non-remplacements de départ naturels et non plus un plan de départ volontaire. Il n'a jamais été question d'un plan de départ contraint, mais d'un plan de départ volontaire qui se situe autour de 300 personnes. Donc ça avait un avantage, c'est qu'effectivement en 3 ans, on pouvait lisser par rapport au départ naturel. Ça avait un inconvénient, c'est que ça donne moins de visibilité pour la réorganisation des différentes structures, moins de visibilité d'ailleurs aussi pour les syndicats qui, en l'absence de plan de départ volontaire, finalement sont informés des non-remplacements au fil de l'eau, mais n'ont pas une vision cible qu'on ne peut pas donner d'ailleurs, puisque aujourd'hui les départs à Radio France environ un peu moins de 200 personnes par an. Donc pendant 2 ans, on fait du non-remplacement de 1 sur 2 et la 3e année, on fera du non-remplacement de 1 sur 3. Aujourd'hui, un certain nombre de réformes ont quand même été conduites sur tout simplement ces non-remplacements de départ. Ça n'a été jamais arrivé chez Radio France. Alors il y a des départs qui étaient non remplacés mais qui étaient redéployés pour des nouveaux métiers. Là, pour la première fois en 2016, on a des départs nets qui sont intervenus. Ça nous a amené à redimensionner nos formations musicales, les 2 orchestres et le chœur. Ça nous a amené aussi à demander des efforts au réseau France Bleu, notamment en matière de réduction des contrats à durée déterminée, de façon assez significative, 20%, qui a amené aussi les stations à faire des économies et à repenser leur grille et à mettre en partage, en mutualisant un certain nombre de moyens. Donc voilà, la maison avait, je pense, et c'était il y a presque 2 ans, jour pour jour, que le conflit social commençait, puisqu'il a commencé le 18 ou le 19 mars 2015, la maison a pris conscience à ce moment-là que la situation qu'elle avait connue par le passé, où finalement l'État, tous les ans, vous redonnait 2, 3, 4% de budget en plus, cette situation était révolue et que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et qu'aujourd'hui on allait devoir travailler avec des moyens qui sont, comme je vous l'ai dit au départ, constants, donc qui ne sont pas en baisse, c'est déjà ça. Et moi qui ai travaillé 3 ans au ministère de la Culture, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de structures culturelles qui se seraient contentées d'avoir des budgets reconduits. Elles ont souvent eu des budgets en baisse. Mais donc ça allait nous obliger à faire des choix, à établir des hiérarchies, des priorités. Donc c'est difficile, mais je pense qu'aujourd'hui on a vu qu'on était capable de le faire, on a vu qu'on était capable de se réinventer, capable d'innover, d'investir dans des technologies, dans des moyens qui nous permettent, là encore, de remettre notre problématique des publics au cœur de notre stratégie pour pouvoir adapter notre distribution aux nouveaux usages, faire entrer de façon importante aujourd'hui la vidéo dans notre maison, tout en continuant à faire de la radio. Malgré ces contraintes, on aura triplé
en 3 ans le budget alloué à la direction du numérique à Radio France. Quand je suis arrivé, c'était moins de 1% du budget, donc 6 millions d'euros. Cette année, on sera aujourd'hui autour de 12 millions. Donc en 3 ans, on n'a pas triplé, on a doublé notre budget, pour le plus grand bien des chaînes, parce qu'aujourd'hui, on voit que cette stratégie d'essaimage, comme je disais, elle bénéficie aussi au rayonnement et à l'audience des chaînes. Donc on a rappelé l'ampleur du conflit. Dans ce conflit, vous avez vous-même été attaqué sur l'affaire du bureau à 100 000 euros, sur l'embauche d'un conseiller en communication. Ici, nous sommes dans une école de management, ça ne vous aura pas échappé. Donc comment gère-t-on un tel conflit? Comment peut-on réapaiser certains débats? Où ont été les fautifs selon vous dans l'ampleur de ce débat? Et si rétrospectivement vous pouviez changer quelque chose, est-ce que vous le feriez? Forcément, parce que sinon, c'est dire qu'on n'apprend rien de son expérience, on ne tire aucun enseignement. Globalement, je vous l'ai dit, je pense que ce conflit, il était presque inéluctable par rapport à une situation qui était inédite pour l'entreprise. Et ce que j'en retire, c'est qu'il a été bénéfique pour l'entreprise, parce qu'il nous a permis de changer tout en restant nous-mêmes. Et c'est toute la difficulté de manager une entreprise qui a une histoire ancienne, une culture d'entreprise forte, où les changements, on peut le dire quand même, n'étaient pas la chose du monde la mieux partagée. Et donc, comment en fait avoir une méthode qui rassure sur l'avenir, quand on voit que finalement l'avenir sera moins confortable que par le passé, tout en donnant donc des perspectives et en même temps en disant voilà, on doit changer, on doit se réformer. Comment on tient? Parce que au fond, ma stratégie et le projet que j'avais écrit quand j'ai décidé d'être candidat à Radio France, je la pensais bonne, je la croyais bonne et je la crois toujours bonne. Donc je n'avais pas de doute sur la pertinence de la stratégie. En revanche, ce que je n'avais pas intégré, c'était la difficulté de pouvoir opérer ce basculement ou ce pivotage aussi rapidement à cause de la nécessité en fait de revenir à un équilibre financier. Donc probablement que la façon dont on a voulu procéder, c'est-à-dire de façon très rapide, parce qu'il y avait aussi une demande de l'actionnaire, et de façon insuffisamment concertée, insuffisamment partagée en tout cas, puisque moi je suis pour la concertation, mais à un moment un manager il est là aussi pour décider. J'aime en tout cas suffisamment expliquer. On n'a pas eu ce temps, on ne s'est pas donné probablement la méthode pour pouvoir l'expliquer. Et donc voilà, c'est ce qui a expliqué aussi des incompréhensions. Et puis voilà, c'est un choc. Je pense que c'est un choc collectif. C'est un choc pour moi aussi. Je me souviens très bien de mon Noël 2014 où on n'avait toujours pas pu adopter de budget, où j'étais le 25 à 19h encore au téléphone avec les administrateurs de Bercy pour pouvoir effectivement arriver à un arbitrage et une présentation du budget qui donc déjà était décalé d'un mois parce qu'on n'arrivait pas à voir l'arbitrage, parce que les différentes administrations de l'État n'étaient pas en mesure de s'entendre. Aussi que derrière vous proposez des réformes à des niveaux élevés dans la machine de l'État, que ces réformes, on vous dit qu'elles sont de bon sens, et puis que voilà, quelques semaines après, vous avez des injonctions contradictoires qui vous amènent à devoir repenser vos réformes. Donc quand on vous demande à la fois de revenir à l'équilibre, que vous proposez de faire des choix, et que ces choix, finalement, on vous dit non, on ne peut pas faire ces choix-là, c'est pas simple. Donc vous êtes pris entre
l'actionnaire, les collaborateurs qui s'inquiètent légitimement d'une situation dégradée. Et puis ensuite, vous avez effectivement, vous avez fait allusion ou référence, une polémique qui s'installe de façon très bien préparée, puisque l'article sur le bureau, moi j'avoue que le coup du bureau, je l'ai découvert en ouvrant le Canard enchaîné la veille du début du conflit. Donc il n'y avait pas complètement de hasard non plus. Je ne suis pas suffisamment innocent. Et puis j'ai quand même passé quelques années en cabinet ministériel. Ça vous apprend aussi à voir comment les choses peuvent être construites pour ne pas vous faciliter la tâche. Je pense que ce qui m'a aidé dans cette période, c'est justement cette expérience que j'ai eue au ministère de la Culture, où voilà, dans un cabinet ministériel, vous êtes soumis à une forte pression, surtout quand vous êtes au ministère de la Culture, qui est un ministère qui est très très regardé par les médias, puisque c'est aussi le ministère de la Communication, donc le ministère des médias. Puis on sait que les artistes sont des relais d'opinion tout à fait importantes. Donc voilà, vous êtes très, très observé. Et moi, que ce soit les deux ministres pour qui j'ai travaillé, que ce soit Christine Albanel ou Frédéric Mitterrand, dans des situations différentes, ont eu des situations de crise à gérer. Et quand vous êtes dans l'équipe, vous apprenez à leur côté aussi à gérer ces situations de crise. Donc je pense que c'est ça qui m'a permis, je vous dis, sur le fond, voilà, je n'ai pas douté de la pertinence du projet dont la mise en œuvre et l'exécution était un peu bouleversée par la situation économique. Et après, il faut savoir tenir parce que vous avez votre entourage personnel, parce que vous avez des amis, vous avez une famille pour ça, parce que vous avez aussi quelques collaborateurs de confiance. J'avoue d'ailleurs que cette crise m'a beaucoup appris sur la qualité humaine des collaborateurs, et finalement je n'ai pas été très surpris, parce que ceux en qui j'avais confiance sont montrés dignes de confiance, et puis les autres depuis sont plus là. Donc mais c'est un très bon révélateur aussi de la capacité qu'un collectif à tenir dans une situation de crise. Et j'avoue que les semaines qu'on vient de vivre dans d'autres domaines m'ont effectivement rappelé aussi à un autre niveau des sensations que j'ai pu connaître. À vous écouter, à 40 ans, on voit déjà que vous avez une longue expérience, mais vous êtes l'un des plus jeunes PDG de France. Est-ce que votre âge a une influence, vous pensez, sur votre façon de gérer le groupe Radio France ? C'est pas mon âge, c'est mon expérience. Au fond, c'est l'âge, c'est ce qu'il y a sur votre état civil. Bon, c'est un peu ce que vous avez sur la tête aussi ou sur les cheveux, mais pour ce qui me concerne. Mais non, c'est votre expérience. Moi, au fond, là aussi, si je fais référence à la grève, j'avais donc 2 ans de moins, donc j'avais 38 ans. C'est que c'est un peu jeune pour connaître un maelstrom comme celui-là, parce que quand vous avez une grève, une campagne de presse, un contrôle d'inspection générale des finances sur l'intégralité de vos dépenses, tout ça, à la fois plus un actionnaire qui vous facilite pas la tâche, voire vous la complique de façon tout à fait volontaire. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Je vous le dis, je crois que les années en cabinet m'ont vraiment appris aussi à observer, à prendre des réflexes, à aussi savoir encaisser, à savoir rendre les coups. Ça vous endurcit. Moi, on m'a beaucoup reproché d'être froid, distant dans ma tour d'ivoire. Heureusement que mon bureau n'est qu'au 3e étage. Mais alors après, comme il avait coûté 100 000 €, on s'est dit, mon Dieu, mais dans quel luxe vit-il ? Et puis bon, quand les gens voient le dit bureau dont je ne prendrai pas les boiseries en quittant Radio France, je vous rassure. On se dit, bon, ah oui, c'est ça, le bureau. C'est vrai que moi, j'ai fait visiter ce bureau pour les journées du patrimoine, et les gens étaient presque déçus, s'attendaient à voir probablement de l'or et du marbre de Carrare, en plus de la moquette. Et donc
voilà, je pense que l'expérience, le vécu, c'est vrai que moi j'ai commencé à bosser assez tôt, puisque je n'avais pas fini mes études, que je commençais déjà à travailler en entreprise, m'ont permis d'apprendre, d'essayer de retenir des patrons et des patronnes que j'ai eus. Et puis après, c'est votre caractère aussi, quoi. Voilà, je crois que j'ai un caractère assez... j'ai pas envie de me décrire d'ailleurs. J'ai mon caractère, mais qui fait que je suis quelqu'un. Les gens m'ont peut-être découvert comme quelqu'un qui était certes assez jeune, mais qui n'était pas inexpérimenté, et que j'étais assez solide, y compris dans les moments où ça bougeait, ça tanguait. Merci. Donc maintenant, on va passer à un nouvel épisode de l'interview. Donc ce que l'on appelle le Fast and Curious. Donc c'est-à-dire qu'on va vous présenter 2 mots et il va falloir choisir l'un ou l'autre de façon la plus rapide possible. Alors là, ça va trop vite. Alors allez-y. Alors j'ai vu. Alors il y avait Ina ou Ena. Ina. Donc maintenant, Snapchat ou Twitter? Je suis plus Twitter. Ouais, alors vous, au niveau technologie... Sûr d'être Twitter. Oui, alors je suis plus Twitter, vous voulez que je... Ah. Vous voulez que je meuble, c'est ça? Non, j'ai un code Snapchat aussi. Alors, privé-public, j'ai droit à des jokers ou pas du tout? Non. Un seul. Un seul. Je vous conseille de le garder. C'est très difficile parce que je fais une petite digression. Si j'ai eu envie d'aller diriger l'INA, c'est justement parce que l'INA c'était à la fois un établissement public avec des missions de service public et en même temps une entreprise qui vit à 30% de son budget par des ressources commerciales, et c'était un bon mix entre ma carrière privée-publique. Privé-public, je dirais entreprise. Facile. En marche. Allez, Nicole Ferroni. France Inter. La Plume. Donc, Philippe Meyer étant un chroniqueur à Radio France sur France Culture maintenant, et Stéphanie Meyer, l'auteur de la trilogie Twilight. Alors, j'ai pas lu Stéphanie Meyer, mais je dirais Stéphanie Meyer quand même. Hubert. C'est quoi les cuisines Mobalpa? Ça existe encore? Je vais dire quand même bureau Ikea parce que je suis nul en matière de bouffe, donc je cuisine pas beaucoup. Alors là maintenant c'est un autre jeu. Ça va être si vous étiez. On finit quand avec Action ou Vérité là, Et, si vous étiez une émission. Si j'étais une émission. L'heure de vérité. Si vous étiez donc un chroniqueur. Pardon. Un chroniqueur. C'est pas un chroniqueur, c'est un humoriste, mais Daniel Morin. Si vous étiez une personnalité politique.
J'hésite entre Poincaré et Clémenceau. Donc merci beaucoup. On va passer aux questions du public maintenant. Bonsoir. J'ai une question sur la chaîne de France Info. En termes de stratégie, bon, vous avez parlé au début du fait que vous vouliez absolument vous concentrer sur l'offre. Et est-ce que vous considérez, enfin, dans le pourquoi est-ce que vous avez lancé France Info en septembre, est-ce que vous vous attendiez à une vraie demande ou en termes d'audimat, qu'est-ce que vous attendiez ? Alors clairement, on s'est positionné avec l'offre France Info comme un média de l'offre, en se disant le service public n'a pas d'offre de chaîne de télé d'info en continu. C'est un peu une incongruité européenne, puisque tous les pays autour de nous ont des chaînes d'info publiques. Bon, pour X raisons, ça ne s'est pas fait en France. Il n'y avait pas de raison de marché que ça ne se fasse pas. C'est surtout des raisons politiques. Donc on s'est dit, voilà, il y a un manque, sachant qu'un média public, il a aussi quand même une particularité, c'est qu'il a une forme d'indépendance, et je pense qu'aujourd'hui l'indépendance vis-à-vis du politique, elle est acquise. Alors pour combien de temps, mais en tout cas moi je peux le dire, les interventions du politique, j'en ai eu aucune depuis que je suis arrivé à France Télévisions, et je crois que pour Delphine Ernotte c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui ce genre de choses sont voilà, il y a encore 10 ou 15 ans ça pouvait arriver, ou peut-être même moins, mais c'est plus le cas, et on a une indépendance économique, on est peu dépendant de la publicité, et donc voilà, les annonceurs n'ont pas de moyens de pression sur nous. Je crois que c'est pas le cas d'un certain nombre de médias privés, et j'en citerai aucun, mais je pense qu'on a tous des exemples en tête, et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer France Info, qu'on a souhaité effectivement montrer que le service public, en un temps record, on a mis moins d'1 an pour créer cette chaîne, était capable de rassembler ses forces pour pouvoir avoir une offre d'infos en continu qui soit différente de ce qui se fait ailleurs, et qui se fait très bien d'ailleurs. Moi je trouve que les chaînes d'infos en continu vraiment se sont améliorées dans leur traitement de l'information. Nous on a pris ce parti d'être d'abord une offre numérique, à partir de l'offre de l'ex-France TV Info et du site de France Info côté radio, de penser l'écriture de nos modules de façon différente, et là aussi plutôt penser pour du numérique ou pour une consommation, en tout cas sur des écrans qui étaient hors télévision. Pourquoi on a voulu quand même avoir une chaîne et un canal hertzien? C'est parce que c'est ce qui vous donne aussi de la puissance, de la visibilité. C'est vrai qu'on peut imaginer que France Info fasse davantage d'audience dans l'avenir, ce serait souhaitable d'ailleurs. Voilà, BFM n'a pas atteint les niveaux que l'on le connaît à moins de plusieurs années. Donc voilà, il faut que la chaîne s'installe, il faut que son initialisation se fasse, parce qu'aujourd'hui il y a tout un tas de foyers qui n'avaient pas encore le numéro 27, qu'aujourd'hui en plus il va y avoir un changement de réglementation sur la numérotation, et c'est très important pour nous, que le produit s'améliore aussi au fur et à mesure, il va être enrichi, il n'y a même pas une V2, parce que finalement c'est un changement qui se fait progressivement, et qu'en tout cas ce qui est très satisfaisant, c'est que l'offre aujourd'hui numérique, elle nous positionne comme 5e groupe d'information, 5e plateforme d'information en France, et que la fusion de France TV Info et de l'ancien France Info fait plus que 1 + 1 = 2, puisqu'aujourd'hui on a environ 40% d'audience supplémentaire qui bénéficie aussi à la partie radio sur France Info. Donc de ce point de vue-là, c'est un succès, et du point de vue de la radio, c'est aussi un succès, parce que notre audience s'est jamais aussi bien portée depuis 5 ans pour la partie radio de France Info. Bonsoir.
Alors, moi, je voulais vous poser une question par rapport à votre management et votre position de dirigeant de Radio France. C'est assez connu qu'on ne gère pas un groupe de médias comme on gère une entreprise de chaussettes. Et il y a certains dirigeants, un en particulier, qui font beaucoup la polémique. Il me semble que vous l'avez évoqué dans votre réponse. Donc, je ne le nommerai pas, mais on parle beaucoup de lui quant à sa vision très autoritaire et sa gestion très intrusive des affaires de son groupe. Ma question est donc la suivante. Comment est-ce qu'on est un bon dirigeant d'un grand groupe de médias et de divertissement ? Et à quelle éthique est-ce qu'on doit s'astreindre ? Alors moi, c'est assez simple. Alors, on ne dirige pas effectivement une entreprise de médias comme une autre parce que vous avez tout simplement à Radio France plus de 700 journalistes qui sont autant de relais médiatiques eux-mêmes. Et donc, pour vous donner un exemple, quand on pense à un communiqué interne à Radio France, on le pense comme un communiqué de presse parce qu'on sait très bien que dans les 15 minutes qui suivent, s'il gratouille, il chatouille un peu, il sera déjà sur le site de Télérama. Donc c'est vrai que vous êtes en permanence sous le regard des médias, donc ça nécessite effectivement un contrôle très fort, une maîtrise forte de votre parole. Ensuite, moi, dès le départ, je me suis positionné comme un manager, c'est ce que je suis. C'est pour ça que je suis venu à Radio France. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas producteur, je ne suis pas un homme de radio. Alors peut-être que c'est aussi ce qui a expliqué que la greffe a eu du mal à prendre au début. Moi, je suis là pour non pas être un gestionnaire, parce que je ne suis pas directeur général de Radio France, je suis président-directeur général. Donc je suis là aussi pour impulser une stratégie, pour donner un cap, pour m'entourer d'une équipe, pour la faire travailler ensemble, lui donner des objectifs et contrôler que ces objectifs sont atteints. Et donc, j'ai une équipe autour de moi, j'ai plus de directeur général. Voilà, et ça, je l'avais vraiment tout de suite formalisé. Je dis, pour une boîte d'une taille de cette taille-là, 5000 personnes, certes, c'est beaucoup de monde, mais c'est pas si gros non plus. On peut très bien être à la fois un président et un directeur général. Et donc, j'ai un management en râteau, avec un comité exécutif qui est ramassé, avec 7 membres au sein de ce comité. J'ai cherché aussi à ce que ce comité il soit paritaire, parce que c'était assez choquant, me semblait-il, que dans les années précédentes, il n'y avait pas de femmes au niveau des directions de chaîne, et il y avait une femme au comité exécutif qui était l'arbre qui cachait la non-forêt. Et puis la décision que j'ai prise, c'est que voilà, moi j'ai des patrons et des patronnes de chaîne, j'ai un directeur en charge des programmes et des antennes auprès de moi. Eux, ce sont des spécialistes du média. C'est eux qui me font des propositions. Je ne vous dis pas qu'au moment des changements de grille, de l'arrivée de tel ou tel nouveau rendez-vous, de telle ou telle personne, je ne suis pas informé, consulté et que je ne donne pas mon avis. Évidemment que je donne mon avis, mais j'exerce plus un droit de veto qu'un droit de proposition. Voilà, je considère que c'est pas à moi d'intervenir, sauf effectivement s'il y avait quelque chose, un dérapage important, puisque je suis quand même directeur de la publication en tant que président-directeur général. C'est-à-dire que toute information qui est produite par Radio France, y compris quand on sort des informations voilà, fortes et qui peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires, c'est moi qui suis responsable pénalement pour l'entreprise. Donc ça me donne quand même un certain nombre de possibilités au minimum pour pouvoir dire ce que je pense dans l'entreprise. Mais je me suis vraiment tenu à distance parce que voilà, c'est pas mon job. Je suis pas là pour faire des commentaires. Ça veut pas dire que, en tant qu'auditeur fidèle de nos antennes, j'ai pas mon avis, que je le partage avec les personnes concernées. Mais voilà, c'est pas mon rôle en fait.
Bonsoir Mathieu Gallet. Moi j'aimerais évoquer le cas Le Move, et non pas Move parce que je suis un peu nostalgique de l'ancienne chaîne. Vous n'êtes pas si vieux pourtant. Non, c'est vrai. Vous avez dit tout à l'heure que la radio souffrait aussi un peu parce que la génération actuelle ne fonctionnait pas comme les générations précédentes, qui notamment écoutaient la radio pour découvrir de la musique. Et pourtant, j'ai l'impression que la programmation de Move, qui était auparavant très exigeante et très éclectique et qui faisait la belle part aux petits artistes et aussi aux festivals beaucoup, c'est un peu calqué sur d'autres radios. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre ou ce que les critiques parfois évoquent comme Énergie, Fun Radio, etc. Parfois, c'est pas toute la programmation. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction à ce niveau-là et comment on fait pour continuer à faire découvrir de la musique tout en étant compétitif par rapport aux autres radios? Le Move, c'était devenu une radio jeune, mais jeune pour les 35-49 ans, quoi. Donc en fait, moi j'étais dans la cible du Move. Voilà, donc avec un concept qui était le France Inter des jeunes. Ce qui pour moi est une double erreur. Ça veut dire que France Inter ne pourrait pas intéresser les jeunes. Et deux, je pense que quand on écoute une radio, il y a quand même un rapport de fidélité, il y a un rapport plus personnel avec la radio qu'on peut l'avoir avec une télé. On a rarement envie d'écouter, d'avoir les mêmes goûts que ses parents. Donc c'était le deuxième écueil. Donc en fait, Move, qui était au début une radio pop-rock, avait progressivement dérivé vers une radio de niche qui était hyper intéressante. Et moi j'aimais beaucoup le Move aussi, mais qui était très peu concernante et qui, quand on regardait le profil des auditeurs du Move, était en fait le profil de l'auditeur classique du service public en plus jeune, quoi. Donc je vous fais pas de dessin. C'était du CSP++, c'était le lecteur de Technicart et des Inrock réunis. Papa maman avait Télérama dans le salon et puis moi je lisais les Inrock dans ma chambre, quoi. Donc papa maman écoutait France Inter et moi j'écoutais le Move. Donc moi j'assume effectivement le virage pour dire on doit pouvoir toucher un autre public qui est ce public qui n'écoute pas la radio de service public parce qu'il n'y a pas ce phénomène de reproduction qu'on connaît bien et qu'il ne faut pas se cacher. Et donc on a changé, on a dit on va aller sur un public beaucoup plus jeune, beaucoup plus tourné vers les cultures urbaines, le hip-hop et le R&B qui sont aujourd'hui tout sauf une culture de niche, puisqu'on le voit bien, il y a aussi du mainstream dans cette culture-là, et en même temps de continuer à faire découvrir de nouveaux talents, mais dans cet univers culturel, puisque de toute façon c'est une de nos obligations par notre cahier des charges. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit mais c'est pas possible, t'es criminel d'avoir tué le Move, moi j'écoute plus. Je dis c'est très bien que t'écoutes plus parce que t'es pas dans ma cible de toute façon, quoi. Donc voilà, sinon si tu veux écouter une musique éclectique, découvrir des talents, tu as FIP pour ça, et FIP qu'on a enrichi en plus depuis un an maintenant avec les web radios de FIP qui font un carton, qui nous permettent effectivement de pouvoir démultiplier l'offre de FIP. Et donc rendez-vous sur FIP Rock. On va ouvrir 2 nouvelles web radios de FIP prochainement. On a dû garder ou relancer le FIP reggae qu'on avait sorti pour cet été tellement ça a eu de succès. Aujourd'hui, c'est devenu une radio, une web radio permanente. Et donc, c'est aussi une nouvelle façon d'écouter de la musique. Je ne dis pas que, justement, avec le numérique, on ne pourra pas décliner un certain nombre de nos chaînes pour pouvoir retrouver une couleur d'antenne qui vous rappellera vos bonnes années le Move. Merci. Bonsoir Monsieur Gallet. J'ai juste une question un peu annexe sur la radio en général. Vous parlez beaucoup de transition numérique et effectivement les chaînes de votre groupe l'ont réussi. En revanche, on continue à écouter la radio sur le canal hertzien. Et donc je me demandais pourquoi on n'était pas passé à la radio numérique terrestre de la même manière qu'on est passé à la TNT, à la télévision.
Alors moi, c'est un dossier que j'ai bien connu il y a 10 ans, puisque quand je suis arrivé à Bercy, c'était un des dossiers d'ailleurs pour lequel j'avais été recruté, c'était le lancement de la radio numérique terrestre, la RNT. À l'époque, les acteurs étaient très motivés. Quand je dis les acteurs, c'était à la fois Radio France, c'était les grands groupes privés, RTL, Europe 1, RMC, Énergie. Et puis finalement, je pense qu'un certain nombre d'acteurs privés se sont rendus compte que le numérique via le web leur permettait aussi d'atteindre notre public, que la RNT, ça avait un vrai coût, qui est le coût de la diffusion hertzienne, et qu'avant d'éteindre l'AFM pour basculer complètement sur le numérique, comme on l'a fait avec la TNT, il allait s'écouler un certain nombre d'années, parce qu'aujourd'hui, la radio, je vous le disais, c'est encore quand même 8 Français sur 10 qui chaque jour l'écoutent au moins une fois. Donc le coût de la double diffusion en FM et en RNT est probablement ce qui a amené à ce que ce mode de diffusion ne se développe pas. Alors, il a commencé quand même l'année dernière dans plusieurs zones, à Lille, à Strasbourg et à Lyon. Nous, on a été candidats justement pour compléter notre couverture dans ces villes là où on n'est pas présent, donc notamment Move à Strasbourg ou FIP aussi. Et donc voilà, moi j'ai rien contre la RNT, mais aujourd'hui j'ai juste pas les moyens de me payer la double diffusion. Les coûts de diffusion de l'AFM pour un groupe comme Radio France, c'est aujourd'hui une 60aine de millions d'euros. Donc c'est le deuxième poste de dépense après la masse salariale. Bonsoir. Je vais poser peut-être une question encore plus globale sur les médias et la numérisation. Ce soir, on a beaucoup parlé de radio et aussi d'autres formes de médias. Et vous, en tant que jeune PDG et qui plus est jeune PDG de Radio France, est-ce que ça vous fait peur dans une vision un peu long-termiste à 10, 15, 20 ans de voir un peu toutes les formes de médias converger vers une forme unique, totalement numérisée, par exemple l'émergence de YouTube, par exemple, et avec un média totalement unique et plus du tout traditionnel, où on aurait vraiment la télé, la radio. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous fait peur, ou alors est-ce que dès aujourd'hui vous êtes totalement prêt à faire face à ce défi? Non, ça nous fait pas peur. Et si je vous disais que ça me fait peur, c'est que j'aurais donné ma dème au conseil d'administration. Non, au contraire, moi je vois plutôt des occasions de se développer. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que plus on va s'avancer et moins les médias vont être définis à travers leur mode de diffusion. C'est vrai que la radio, c'était le mode de diffusion qui a fait le média. La télévision, c'était la même chose, donc il y avait une forme de métonymie entre le média et son mode de diffusion. Aujourd'hui, ce qui me rend confiant, et je ne sais franchement pas à quoi ressemblera le marché à 5, 10 ou 15 ans, je pense que personne ne le sait, et c'est tant mieux. Les choses changent tellement vite, et avec une accélération des cycles très forte. Là où je me sens à l'aise, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que notre groupe a réussi sa transition en revenant à ses fondamentaux, ceux de l'offre, c'est-à-dire son travail de production, de contenu, son travail d'édition ou de programmation de ces contenus, c'est-à-dire qu'en fait on a des contenus qui correspondent à nos identités, à nos valeurs, donc à la promesse éditoriale qu'on fait, c'est ce qui explique la fidélité ou la nouvelle attractivité de nos chaînes. Et qu'à partir du moment où on est fidèle à ses valeurs, à son identité, à ses marques, et que ces marques sont fortes, on est capable de les décliner, de les développer sur d'autres types de distribution que les types traditionnels. C'est ce que Laurence Bloch disait dans votre reportage. Aujourd'hui, on est pleinement France Inter, mais on peut écouter France Inter, on peut regarder France Inter sur Facebook, sur YouTube, on peut s'informer en lisant des textes de France Inter sur Twitter ou sur Facebook. Donc voilà, aujourd'hui, on s'est adapté parce que j'ai envie de dire, on est bien dans nos baskets, on est bien dans notre identité. Le pire, ce sont les médias qui, aujourd'hui, n'ont plus d'identité, ont une identité diluée,
ou infidèles à leur histoire, alors j'aime pas le terme d'ADN parce qu'on le met vraiment à toutes les sauces, mais à leur histoire, à leurs valeurs, et c'est ceux qui souffrent. Je vais pas citer un exemple, mais je l'ai vraiment en tête, voilà, de médias traditionnels qui aujourd'hui, parce que voilà, ils ont des incarnations, ils ont des programmes qui sont où ils font trop le grand écart, où ils sont plus dans leur identité, qui sont perdus. Ils sont nulle part et ils sont mal. C'est donc sur ce dernier exemple et sur ce dernier échange que la conférence s'achève. J'ai juste cité notre invité du soir lorsqu'il parlait de la mission de France Inter, lorsqu'il disait que la mission de France Inter n'était pas de dire mais d'aider à comprendre. J'espère que cette conférence vous a permis d'avoir de nouvelles clés de compréhension. Au nom de l'ensemble de l'équipe Tribune SCP, nous tenions à vous remercier pour votre présence. Nous tenions également à remercier Streams pour ce reportage haut en couleur et intéressant. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Mathieu Gallet, pour votre présence. Bonne fin de soirée.